Public Sénat, en partenariat avec l'équipe, vous présente Sport, etc. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sport, etc. À moins de 500 jours de la cérémonie d'ouverture de Paris 2024, la magie des Jeux n'opère pas encore. Nous en parlerons largement dans l'heure que nous allons passer ensemble. Nous reviendrons également sur la situation du foot féminin et sur la liberté d'expression qui est un peu malmenée dans le sport. Tout de suite, le sommaire. Billets jugés trop chers, transport incertain, le vent de critiques qui souffle sur les Jeux est-il justifié? Pourquoi la flamme olympique ne brille-t-elle pas encore dans les yeux des Français? La Fédération internationale de l'automobile veut museler ses pilotes. La BBC suspend Gary Lineker, ancienne gloire du ballon rond et présentateur vedette, pour un tweet critique. Peut-on encore s'exprimer comme on veut dans le sport? La sélectionneuse des Bleus, Corinne Diacre, a été démise de ses fonctions suite à la fronde d'une partie des joueuses de l'équipe de France. Comment en est-on arrivé là? La gouvernance dans le sport est à revoir. Quelle piste pour réformer? Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Lafont, sénateur centriste du Val-de-Marne et président de la Commission des affaires culturelles, en charge également des questions de sport. Bonjour. Guy Dru, membre du Comité international olympique et ancien ministre des Sports. Rachel Préti, grand reporter au journal L'Équipe, notre partenaire dans cette émission. Et Vikash Dorasso, ancien international de football, consultant pour L'Équipe TV et Canal+ Afrique. Bonjour à tous les quatre. Nous sommes à 496 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Oui, j'ai compté, en même temps c'est facile. Mardi dernier, c'était moins 500. Pour l'instant, on n'entend parler que de motifs d'inquiétude. Sécurité, transport, questions géopolitiques, coût de l'organisation, prix des places. On est loin de la magie des Jeux et c'est l'affiche de Sport, etc. Qu'il est loin ce 13 septembre 2017, quand tout le monde se réjouissait que Paris ait décroché les Jeux. Aujourd'hui, à un peu plus d'un an et demi des premiers tours de piste, les polémiques s'enchaînent. Vous êtes tous au courant de... Elles sont nombreuses, ces polémiques. Monsieur le sénateur, est-ce que vous êtes inquiet quand vous entendez toutes ces polémiques, inquiet quant à l'organisation de ces Jeux Olympiques? Non, d'abord, je pense que la période est plutôt, de manière générale, à avoir un esprit critique qu'à avoir un esprit positif. Il n'y a pas de raison que les Jeux Olympiques échappent à un état d'esprit un peu général. Moi, je ne crois pas qu'il y ait des inquiétudes à avoir. On sait que maintenant, on rentre dans un compte à rebours. Vous l'avez vous-même fait il y a quelques instants. L'échéance s'approche de jour en jour et on mesure peut-être mieux aujourd'hui la complexité d'organiser, que représente l'organisation des JO, du point de vue de la sécurité, du point de vue des transports, du point de vue aussi financier. On est sur un événement puissance 100 et quand on aborde un sujet, on voit bien que c'est pas un état de... Enfin, la puissance de cet événement est incommensurable par rapport à tout ce qu'on connaît jusqu'à présent. Donc forcément, il faut s'y préparer. Il y a aujourd'hui des questions, ce n'est pas parce qu'on a des questions aujourd'hui que demain on ne trouvera pas les réponses. Vous parliez justement du fait qu'on réalise l'ampleur de la tâche face à des Jeux Olympiques. Guy Dru, est-ce qu'il y a des choses qui vous inquiètent dans l'organisation? Je ne sais pas, je pense à la sécurité. Non. Je crois qu'il faut faire la distinction entre les critiques et les questions. Et dans les critiques, il y a aussi des critiques positives de temps en temps. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout inquiet parce que les mêmes questions se sont posées. J'ai vécu, avec mon grand âge, j'ai vécu tous les Jeux Olympiques pratiquement depuis 1972. Et les questions que les Français se posent aujourd'hui sont celles qui étaient posées à Rio, à Londres, à Barcelone, à Sydney, etc., etc. Et qui l'ont été aussi à Montréal et à Munich. Et Munich, on en reparlera, j'espère, parce que il y avait le terrorisme là, qui a été actif. Donc, ça reste une préoccupation pour Paris 2024. Alors, une préoccupation et une question. On aura l'occasion d'y revenir certainement en parlant, par exemple, de la cérémonie d'ouverture. Mais je suis, pour ma part, tout à fait confiant. Les Jeux Olympiques seront une fête populaire. Il faut simplement attendre qu'ils soient là. Et je sais que à chaque président de CIO, à l'issue des différentes sessions des Jeux, ont toujours dit c'était des bons jeux, etc., etc., parce que tout le monde était satisfait. Donc voilà. Mais qu'il y ait des questions qui se posent avant,
C'est normal. Et comme disait monsieur le sénateur, on est en France. Hein. Rachel Préti, Guy Drieux parlait de critiques qui sont parfois positives. Je suis désolée, hein, j'essaie vraiment de trouver des critiques positives en ce moment concernant les Jeux. J'ai beaucoup de mal. Alors, je dirais qu'il y a eu beaucoup de critiques sur la billetterie, puisque c'est l'actualité. Oui, on en reparlera. Mais il y a eu des critiques positives. Il y a plein de gens... Je ne me fais pas l'avocat du COJO, mais il y a plein de gens qui ont dit j'ai réussi à avoir des billets. Sauf qu'ils étaient moins nombreux que ceux qui, malheureusement, n'ont pas trouvé des billets accessibles, et notamment les fameux billets à 24 €. Il y a 1 million de billets à 24 €, dont 700 000 pour le grand public. 400 000 ont été vendus, mais résultat, sur les 3 250 000 qui ont pu acheter des billets, il y en a très peu qui ont pu avoir ces fameux sésames à 24 €. On reviendra sur le prix des billets que certains jugent trop cher. Mais je le disais, mardi dernier, c'était la célébration du J-500. Emmanuel Macron, le président de la République, a sonné la mobilisation générale tout en rappelant les enjeux des Jeux Olympiques pour Paris et pour la France. 500 jours avant le début d'une compétition exceptionnelle pour le monde entier, durant laquelle on va essayer d'abord de recevoir la planète dans les meilleures conditions possibles, de sécurité, d'organisation, de responsabilité sociale et écologique, et évidemment durant laquelle nous organiserons, mais on essaiera aussi d'avoir le maximum de médailles. 500 jours pour réussir, 500 jours pour que ces Jeux olympiques et paralympiques en France soient un formidable succès sportif, mais aussi national. C'était la mobilisation générale. C'est l'appel à toutes les forces de la nation pour que ces Jeux soient réussis. Oui, je crois que de toute façon, le président de la République a raison de dire que c'est pas les JO, ça ne sera pas le succès que d'une équipe, que du COJO, ça sera le succès de notre pays dans son entièreté. Et c'est pour ça qu'il faut que... On crée un certain dynamisme qui, pour l'instant, n'est pas vraiment là. Mais moi, je ne suis pas tellement préoccupé par ça. Il y a d'autres sujets d'actualité. C'est encore loin. C'est encore loin. Et puis, il y a d'autres sujets d'actualité qui sont un peu anxiogènes en ce moment. Oui. Donc, c'est normal que les Français soient pris par des sujets comme les retraites qui sont plus dans leurs préoccupations immédiates que de se dire, dans 1 an et demi, on aura la chance de pouvoir vivre ces Jeux. Est-ce que c'est pas un peu, Vikash Dorasso, du bashing que l'on voit en France? Je pense notamment à cette une de Marianne. Je vais vous citer juste une phrase d'un des articles principaux. On a du mal à faire la différence entre les 5 anneaux olympiques et les 9 cercles de l'enfer. On y va fort, là, quand même. Moi, je me demande, est-ce que ça va être utile, ces Jeux Olympiques? Et, par exemple, on aurait pu demander aux Parisiens s'ils avaient envie de recevoir les JO. Pourquoi on reçoit les JO et qu'est-ce qui va se passer après les JO et que ça va être... Sur l'héritage... Oui, il parlait du niveau social et au niveau écologique aussi. Évidemment, il y a un vrai défi les grandes compétitions avec beaucoup de monde qui se déplace, beaucoup de monde qui va être là. Il y a un problème sur la sécurité. Récemment, on a... Après, sur la question écologique, on le sait, les activités sportives les plus écologiques, enfin les compétitions sportives les plus écologiques, c'est celles qui n'ont pas lieu, hein, parce que c'est celles qui... Ça pose évidemment la question des grandes compétitions. Hein. Je veux dire, la dernière Coupe du Monde s'est jouée en Russie. Vous avez participé quand même à des grandes compétitions. Bien sûr, j'étais joueur de foot et je suis, en tant que joueur, content de pouvoir y participer. Maintenant, je suis dans la société civile et j'ai un autre regard. Mais au niveau de la sécurité, la dernière fois qu'on a reçu une grande compétition, c'était au Stade de France. Ça s'est très mal passé. Justement, la question des transports est une question majeure. Rachel, on parle de 500 000 personnes à déplacer chaque jour. Alors, je vais juste citer Laurent Prost, qui est le directeur général d'Île-de-France Mobilité, qui a dit que c'est comme si on devait gérer 50 stades de France par jour. Alors, l'analogie est peut-être pas évidente avec ce qui s'est passé lors de la dernière finale de la Ligue des Champions, mais c'est une vraie question, déplacer autant de monde. On conseille quoi aux Parisiens de quitter Paris ? Non, pas tout à fait. Alors, Laurent Prost a fait une conférence vendredi dernier pour présenter le premier plan mobilité, en fait, d'Île-de-France Mobilité qui sera mis en place et bien sûr amendé, modifié en fonction des calendriers. Mais en fait, ça sera un jour de pointe chaque jour du mois d'août. Donc, en fonction des sessions, ils devront adopter des plans différents et ils nous ont parlé d'une application qui permettra de savoir, en fonction d'où vous allez, quel chemin emprunter. Et par exemple, pour le Stade de France, il ne faudra pas hésiter à prendre une autre ligne
pour quitte à marcher. Le bison futé des Jeux Olympiques. Exactement, si ça marche, mais il faudra aller autre part que par le chemin par lequel on a l'habitude de passer, quitte à marcher plus d'1 kilomètre pour atteindre le Stade de France. Oui. C'est normal qu'on dise aujourd'hui la flamme olympique ne brille pas encore dans les yeux des Français. C'est normal, elle n'est pas là encore, la flamme. Oui, mais elle commence à scintiller quand même. Elle arrivera à Marseille. Voilà, elle arrivera à Marseille, elle arrivera d'Olympie, par le Bélème, etc. etc. Bon, et là, ah non, mais sur le papier, c'est absolument magnifique. Hein. Mais sur le papier, c'est magnifique. Et ce sera magnifique. Écoutez, pour prendre nos voisins, sans aller au Brésil ou à Sydney, à Rio ou à Sydney, Londres a su le faire, Barcelone a su le faire. Je ne vois pas pourquoi les Français n'y arriveraient pas. Ah mais là, vous mettez la pression. Si Londres a su le faire, on a intérêt à savoir le faire. En plus, si M. Probst a raison, mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est 40 ou 45 championnats du monde dans la même quinzaine. Mais tout ne se passe pas en un lieu. Il y a le stade, il y a le Vers-sur-Marne, il y a Marseille, il y a Garros, du surf à Tahiti, etc. Oui, ça c'est autre chose. Bon, donc moi je me fais pas de soucis sur les capacités de la France d'organiser ce genre de truc. La Coupe du Monde de football en 98 s'est bien passée. Les championnats du monde d'athlétisme en 2003 se sont bien passés. La Coupe d'Europe en France s'est bien passée. Bon, il y a eu le malheureux, comment dirais-je, épisode que signalait Vitage sur la finale de la Ligue des Champions. Il faut en tirer les conséquences, justement pour se préparer. Et puis n'oublions pas non plus que dans l'organisation, il y a quand même un partenaire essentiel, c'est le savoir-faire du Comité olympique international. J'en profite pour, juste si notre réalisateur peut faire un gros plan sur le Oli que vous avez sur la veste. Alors, voilà. Oli, c'est olympien, ça veut dire olympien, et olympien, c'est une grande association mondiale dont la présidente française est Valérie Barlois, championne olympique d'escrime, et le président international Joël Bouzou, qui lui est champion du monde de pentathlon. Et ça regroupe tous celles et ceux qui ont participé aux Jeux olympiques. Et donc, c'est un honneur et une fierté que de toujours mettre... Je savais que vous y teniez particulièrement. Moi, je vais revenir sur les choses qui fâchent encore dans ces Jeux, et c'est le sujet qui a occupé à peu près tous mes confrères ces dernières semaines, c'est le coût des places. Pour beaucoup de gens, ce coût est exorbitant. L'un des slogans du COJOP, que je rappelle, c'est des Jeux populaires et accessibles à tous. Alors, lors de la première vente de billets, il fallait acheter un pack de 3 épreuves. On a quand même le sentiment que le prix en a choqué plus d'un. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas l'habitude de mettre beaucoup d'argent pour voir une compétition de sport en France? Est-ce qu'on n'a pas conscience du côté exceptionnel, ou est-ce que dans la période dans laquelle on vit, avec les problèmes d'inflation, le prix des places a choqué plus d'un aspirant spectateur, et donc il y a eu un décalage? D'abord, le prix des places, il est à mettre en regard avec le prix de l'événement. Les Jeux Olympiques, c'est cher. Ça a un coût élevé. Et s'il y a une pression comme ça, notamment sur le COJO, pour faire en sorte qu'il y ait un équilibre financier qui soit trouvé et qu'on reste dans une épure qui soit raisonnable, je crois que c'est un des défis principaux des JO de Paris. Forcément, ça veut dire qu'il y aura une participation demandée à ceux qui auront la chance de venir assister à différentes manifestations. On peut légitimement s'interroger sur, quand on est dans cette logique-là, qui est un peu une logique de sport-spectacle, est-ce qu'on est encore dans du sport populaire? Je crois que cette question, elle ne se pose pas que pour les JO. Regardez le prix d'un match de Ligue 1. Les tarifs sont aussi élevés. C'est un phénomène global du sport. Évidemment, on le voit, et ça a un effet... C'est les JO, donc ça a un effet loupe qui est extrêmement fort, et une prise de conscience qui vient. Moi, je crois qu'on ne peut pas reprocher au COJO, qui a intégré, me semble-t-il, cette problématique financière qui lui a été donnée de manière très claire, et qui, du coup, dit si vous voulez que je reste dans l'épure, ça a une conséquence sur les prix, et le fait que les événements sportifs de cette ampleur, aujourd'hui, c'est du spectacle.
Je pense que le COJO aurait peut-être dû dire un peu plus clairement qu'ils avaient besoin de cet argent, puisque c'est un tiers de leur budget, qui est de 4 milliards 380, en disant... C'est plus audible comme ça. Oui, en disant on est obligé de faire le grand écart. Alors oui, on veut des jeux populaires avec des places à 24 €, mais oui, on doit rentabiliser avec des places beaucoup plus chères pour nous permettre d'équilibrer le budget. Sinon, on est dans le dur. Donc, et c'est ce décalage... parfois dans leur discours qui a fait que les gens étaient déçus. Ouais. Surtout qu'avec le système de Pâques, bien sûr, 24 €, ça fait 72 si on en prend 3, mais les places ont très vite augmenté. Mais la différence avec le football, le Paris Saint-Germain, par exemple, le Parc des Princes, c'est une entreprise privée. Hein. C'est quand même une énorme différence. Alors, il y a évidemment de l'argent privé dans l'organisation des JO. Mais par exemple, le Stade de France qui a été installé en Seine-Saint-Denis parce que c'est un endroit populaire, c'était pour faire participer et développer quelque chose. À mon avis, c'est pas passé grand-chose au niveau des quartiers populaires, au niveau social. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il y a eu un vrai problème pendant le dernier match, parce qu'en fait, tous ces gens, toute cette population est exclue. Donc, c'est une vraie question. Qu'est-ce qui va se passer pour les gens des quartiers populaires si on dit que c'est populaire et finalement ils n'y ont pas accès? En fait, c'est pas pour eux, quoi. C'est pour les gens qui ont les moyens d'aller voir les JO. Donc moi, ça me pose un vrai problème. Et pour l'instant, un homme est satisfait, c'est le président du COJOP, Tony Estanguet. Il considère que cette première vente de billets est un succès. Alors nous, on est effectivement aujourd'hui confrontés à deux enjeux principaux. C'est d'un côté de réussir à financer les Jeux Olympiques et Paralympiques à 96% par de l'argent privé. La billetterie, c'est un tiers de notre budget, donc c'est très important pour Paris 2024 de maximiser les revenus générés par la billetterie. Et on est sur des tarifs qui sont comparables aux éditions passées, donc on n'est pas sur des tarifs qui sont plus importants, mais qui permettent quand même, dans notre stratégie tarifaire, d'avoir 4 millions de billets à 50 € et moins, 1 million de billets à 24 €. Certes, il y a 1 million de billets à plus de 200 € au total, mais encore une fois, la très grande majorité des billets restent à des tarifs assez accessibles. Des tarifs assez accessibles ? Oui, ça s'est toujours passé comme ça, de toute façon, quelles que soient les villes où il y a les Jeux Olympiques. Et puis, il y a l'offre et la demande. Vous ne payez pas le même prix quand vous allez au resto si vous prenez un œuf maillot, du foie gras ou du caviar. Oui, mais là si je peux me permettre, avec tout le respect que j'ai pour les athlètes qui vont participer aux Jeux Olympiques, quand vous achetez des places un petit peu chères pour des séries, donc pour les premières épreuves, je ne parle pas des finales, là, vous ne savez pas si vous allez manger du caviar ou de l'œuf maillot. Hein. Ah, c'est souvent du caviar. C'est très souvent du caviar, ce sont de grands athlètes. C'est vrai, hein. Bon. Non, mais cela dit, c'est la première fois qu'on présente ce genre de distribution de billets ou d'achat de billets. Il faut quand même... je ne suis pas toujours d'accord avec Tony Estanguet, mais là, il faut reconnaître que le COJO a quand même fait une chose très très bien. Il y a 1 million de billets à 24 €. Il y en avait 2 millions à Londres, non? Oui, je ne sais pas, peu importe. Il y avait 30% des billets à Londres qui étaient à 23 €. Oui, à 23 €. Oui, 23, 24, c'est pas ça, mais c'est le nombre de billets. Mais après, et quand vous allez à l'Opéra Garnier ou à l'Opéra Bastille, vous payez pas que 10 € non plus. Hein, là, on ne peut plus de toute façon changer les prix. Etc. Non, on ne peut plus changer les prix. Et puis, il y a des collectivités locales. Vital parlait à juste titre de la Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis, le département achète 40 000 € justement pour ses ressortissants. 40 000 places. Et ils en veulent plus. Ils ont demandé, ils ont mis un petit coup de pression. C'est normal, ça se passe 10 ans, on en veut plus. Donc, si vous, objectivement, c'est un faux problème. Et il y a aussi, comme le disait le sénateur, le problème des ressources. Parce que c'est cet argent qui va aussi financer cette grande fête qui aura lieu avec les Jeux Olympiques. Mais justement, vous êtes membre du comité... CIO. Voilà, on va le dire CIO, on va expliquer à tout le monde, Comité international olympique. En fait, ça coûte cher d'organiser des Jeux. Oui. Est-ce que ça va être possible de continuer dans un seul pays? On sait que les prochains auront lieu à Los Angeles. Mais si je prends l'exemple des Coupes du Monde, les Coupes du Monde, les prochaines pourraient être organisées par plusieurs pays. Je pense notamment à ce qu'a annoncé Mohamed V, le roi du Maroc. Il a annoncé une candidature commune entre le Maroc, l'Espagne et le Portugal. Est-ce qu'aujourd'hui, un pays, une ville a encore les moyens d'organiser des Jeux Olympiques? Oui, dans la charte olympique, c'est non pas un pays, mais une ville qui organise les Jeux.
ça reste à... On n'est pas fermé non plus. Hein. Le CIO s'est évolué, ça dépendra du président, mais il peut aussi mettre sur le tapis de la session, dans un déroulé de session, la possibilité d'avoir plusieurs villes qui s'associent. Par exemple, ça pourrait être une proximité Paris-Bruxelles, par exemple, ou Paris-Berlin, ou d'autres dans d'autres pays. Ça, c'est tout à fait possible, mais il faut modifier la charte olympique à ce moment-là. On a une prochaine vente de billets qui aura lieu. Ça risque de changer un petit peu cette appréciation du public puisque ce seront des billets individuels. Et là, il y aura encore des billets à 24 €. Donc peut-être qu'à ce moment-là, on va commencer à faire briller les yeux des Français. Je rappelle que la prochaine vague commence à partir du 11 mai. Là, je me suis inscrit. Il faut s'inscrire. Moi aussi, je suis inscrite. J'allais vous poser la question. Qui est inscrit? Les billets à 24 € place. Hein. Il n'y aura que 150 000 billets à 24 €. Donc, premier arrivé, premier servi. Hein. Oui, alors, ça, c'est l'avis, si je peux me permettre. Ça sera intéressant de voir combien de Français souscriront à la deuxième candidature, parce que la première était quand même un succès. Un succès national, ce qui n'était pas une évidence. Il y a quelque temps, on se disait... Il y a 158 pays qui ont été intéressés, qui ont acheté les places. Oui, et dans la première vague, il y a beaucoup de Français. Hein. Deux tiers de Français. Donc, non, mais je pense c'est une indication de l'engouement quand même que peut susciter les JO. Après, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, M. Dorasso, sur le fait qu'il faut qu'il y ait un accès de tous. Voilà. Là, en l'occurrence, l'accès de tous, il est assuré par les collectivités, un peu l'État, parce que l'État a aussi acheté des 400 000 billets de l'État. Et 100 000 billets du Secours populaire. Oui. Alors je sais que ça peut paraître peu, mais c'est 100 000 billets. Je crois après qu'il faut permettre un autre accès. Il y a des populations à proximité. S'ils voient les événements à côté de chez eux et qu'ils n'y accèdent pas, c'est un souci. Il y a les populations qui sont éloignées des Jeux Olympiques. Je pense notamment aux populations qui sont en province, enfin aux gens qui sont en province ou qui sont dans les zones rurales. Il faut aussi créer un moyen de faire un lien entre eux et les Jeux Olympiques. Il ne faut pas que les Jeux Olympiques soient uniquement un événement parisien. Voilà, et qu'on coupe d'une partie de la population française. Ce qui était un point essentiel dans le souci et la volonté de Gérard Larcher, parce que j'ai assisté en sa présence à des discussions dans la période de candidature, et il insistait beaucoup sur le fait que ce soit les Jeux Olympiques de la France qui ont lieu à Paris, mais les Jeux Olympiques de la France. Alors, ce sera les Jeux Olympiques de la France, les Jeux Olympiques de Paris, mais une question reste posée et elle va rester posée encore un bon petit moment. Y aura-t-il des athlètes russes et biélorusses à Paris en 2024 ? Monsieur le sénateur ? Écoutez, la question pour l'instant n'est pas tranchée et de toute façon c'est le CIO qui a le dernier mot. Exactement. Elle n'est pas tranchée mais elle est bien avancée si j'ai bien compris, parce que les athlètes qui vont concourir aux Jeux Olympiques 2024, ils ne sont pas sélectionnés en juillet 2024 et ils vont faire l'objet d'un processus de sélection sur les épreuves sportives bien entendu par chacune des fédérations, et pour certaines fédérations ça a déjà commencé. Tout à fait. Et donc certaines fédérations ont déjà répondu à la question. Notamment l'escrime. Je crois qu'il y en a 3 qui ont accepté jusqu'à présent que les athlètes russes concourent. Après, ce sera au CIO d'arbitrer, de trancher, d'autoriser ou pas les athlètes à concourir au JO, de concourir sous les couleurs russes ou éventuellement sous un drapeau neutre. Mais pour l'instant, j'ai l'impression, Guy me corrigera, que les fédérations sont plutôt en train de dire on n'accepte pas les Russes dans... Non, pas toutes. Si j'ai bien compris, il y a escrime, boxe et il doit y en avoir... Alors l'escrime a accepté les athlètes russes et biélorusses. Il y a 3 fédérations qui ont accepté. Il y a 3 fédérations qui ont accepté, mais celles qui sont pour le moment sur le fait de refuser, c'est les moins nombreuses. Mais on va écouter certains athlètes ukrainiens qui, eux, font déjà entendre leur voix. Ça doit être pour eux non pas une punition, mais ça doit les mettre dans une position inconfortable, qui les oblige à expliquer pourquoi ils ne prennent pas la parole. Ils doivent agir, ils doivent changer le système dans leur pays. Parce que le silence, c'est en fait donner son aval à tout ça. Ils ont détruit notre pays et tué beaucoup de gens. Des enfants, des sportifs sont morts aussi. Et c'est vraiment déchirant. Ils ne peuvent plus concourir avec personne. Vikash Dorasso, c'est une question qui s'est posée dans le football. La Russie ne participe plus aux compétitions internationales de football. Oui, l'UEFA, la FIFA, pour la première fois, alors qu'elle refuse de faire de la politique, elle impose aux joueurs de foot, aux sportifs notamment, de faire de la politique. Elle a pris des positions politiques. Donc c'est un peu, maintenant, ils sont piégés. Il va falloir le faire tout le temps. Et il y a des conflits partout dans le monde.
Et ils ont décidé, là, évidemment, voilà, il y a un pays qui agresse un autre pays, c'est proche de chez nous. On est tous très touchés. Ils ont décidé de prendre position très vite. Voilà, donc évidemment, moi, un sportif, j'ai envie de lui permettre de... Alors, sans qu'il y ait l'hymne national, sans qu'il puisse porter un drapeau, etc. C'est tellement violent, voilà. Mais voilà, c'est compliqué à prendre une vraie décision. C'est le CIO qui va trancher. J'ai entendu la ministre aussi l'autre fois à la radio parler de tout ça. C'est difficile de savoir ce qu'il faut faire et c'est difficile d'imaginer de priver d'un athlète c'est un moment extraordinaire, quoi, le plus beau moment de sa carrière. C'est compliqué. Voilà. Parce qu'après, il y a le risque de boycott aussi des Ukrainiens et d'autres fédérations par solidarité. Ouais, je pense qu'il faut se dire que les JO sont dans 500 jours. On n'est pas obligé de... Oui, on peut garder c'est pas une question. Ce défaut, c'est personnellement, si vous me posez la question, je dirais que si les JO avaient lieu dans 3 mois, il faudrait refuser les athlètes russes. On ne sait pas quel sera l'état du conflit en Ukraine dans 1 an. Donc, on n'est pas obligé de donner une réponse aujourd'hui pour un événement qui a lieu dans 1 an et demi. Il y a une question qui se pose, c'est évident, et il faudra y répondre. Mais... n'y répondons pas trop tôt. Moi, je serais extrêmement vigilant personnellement sur cette question. Ça me gênerait profondément que nous accueillions en France des athlètes russes si le conflit est dans l'état que nous connaissons aujourd'hui. Mais les Jeux, c'est dans 500 jours. Il peut se passer des choses d'ici là. N'anticipons pas forcément des réponses. Et gardons espoir. Exactement. Juste une dernière question sur ce... Il y a quelques précisions quand même, parce que je suis vraiment au cœur du sujet là avec le CIO. Récemment, Thomas Bach, le président du CIO, a fait une vidéoconférence avec tous les membres du CIO, avec tous les présidents de fédérations internationales, avec les athlètes. Il faut savoir quand même que ce conflit est surtout occidental. Les Africains se sont prononcés lundi dernier à Alger, pour justement, ils sont tous, que ce soit les athlètes ou les pays, les comités nationaux olympiques africains, pour la participation des athlètes russes et biélorusses, comme les Asiatiques, comme les Sud-Américains, qui se posent des questions, une partie de l'Europe et les États-Unis. Bon, ça c'est la première chose. Moi je suis pour ma part, et je l'ai toujours dit, et c'est l'honneur de la France de ne jamais avoir boycotté quelque manifestation que ce soit olympique, les Jeux, je suis pour la participation des athlètes russes et biélorusses, parce que, comme le disait Vitage, il y a des tas de mômes qui se préparent pour ça depuis des années, qui ne pensent qu'à ça, qui sont prêts, et puis brutalement, à cause des errements de leurs dirigeants, vont être punis. Mais pourquoi faire? Ça sert absolument à rien. Donc je suis pour ma part, et je voterai toujours de la même façon, c'est-à-dire pour la participation de ces athlètes qui ne sont responsables de rien du tout. Mais sous quelle bannière? Attends. Et Vitage a raison quand il dit que l'UEFA et la FIFA ont pris une position politique. Le CIO n'a pas à prendre de position politique. Juste, c'est la raison pour laquelle il ne prendra pas de position pour le dire oui ou non ou pas. S'il n'y a pas d'hymne, s'il n'y a pas de maillot, s'il n'y a pas de manifestation extérieure d'appartenance à ce pays, il va falloir être attentif alors. Bien sûr, il va falloir être très attentif. Il n'y a aucune raison. On va s'intéresser dans quelques instants au football féminin, mais avant ça, un petit détour par les parquets de basket pour le carton rouge de Sport, etc. Au début du mois, lors d'un match de championnat de France entre Le Portel et Roanne, 3 supporters sont apparus grimés de noir, ce qu'on appelle le blackface. Le club du Portel a indiqué que c'était un clin d'œil à l'ancien coach qui était parti en Martinique. La Ligue nationale de basket, par la voix de son président Alain Béral, a condamné ce geste, qualifiant cet acte considéré comme profondément raciste depuis le 19e siècle. Elle a saisi la commission de discipline de la Ligue. Alors, c'est un carton rouge. Il ne s'agit pas de savoir si ces 3 supporters sont racistes ou non. D'ailleurs, quelle que soit la réponse, ce genre d'attitude tient historiquement à des origines racistes et coloniales. La couleur de peau n'est pas un déguisement. Je tiens à préciser que cette attitude, ce blackface, ce déguisement, appelez-le comme vous voulez, c'est pas encore quelque chose qui est puni dans les textes. En tout cas, pour la situation de la Ligue nationale de basket est compliquée. Ils ont évidemment fait appel à la commission de discipline. Est-ce qu'il faut être plus précis dans les textes? D'abord, un propos général, parce que je pense que le sport, il est le reflet de notre société. Oui. Et les questions qui se posent dans notre société, elles se posent dans le sport. Et de ce point de vue-là, le sport est un reflet d'un certain nombre de tensions que nous connaissons dans notre société. C'est aussi une vitrine.
Et parce que c'est une vitrine, il faut qu'il y ait des réponses claires et nettes et qu'elles ne reposent pas uniquement sur les responsables fédéraux. Même si les responsables fédéraux ont, comme leur nom l'indique, une responsabilité qu'ils doivent exercer. Mais je pense que du côté des pouvoirs publics, et peut-être de la loi, s'il y a des insuffisances dans la loi, il faut les renforcer. En tout cas, il faut être clair sur le fait que certains propos, certaines attitudes ne sont pas acceptables dans les stades, dans les différents équipements sportifs, que ce soit lors de manifestations, de sport professionnel, ou que ce soit aussi dans du sport amateur. On l'entend très souvent d'ailleurs sur les terrains de football. Les terrains de football ne sont pas exempts de ce genre d'attitudes racistes. Et elles ont tendance. Alors je ne sais pas si elles ont tendance à se multiplier ou on a tendance à en parler un peu plus. Oui, ça arrive assez souvent, trop souvent. Et les joueurs aussi réagissent maintenant. On entend, il y a des micros un peu partout, donc on peut repérer ce qui se passe. Et je pense que ça ne progresse pas. Je ne pense pas que ça intéresse beaucoup les dirigeants de la Fédé. On l'a vu avec Noël Le Graët, qui était quand même président de la Fédération française de foot, qui disait qu'il y avait... Et voilà, on pourra en parler, mais... Voilà, qui disait qu'il n'y avait aucun problème de racisme, d'homophobie et de sexisme dans le football. Donc voilà, alors que le premier point des statuts de la FFF, c'est quand même de lutter contre toutes les discriminations et les inégalités dans le sport amateur, le sport professionnel. Donc voilà, le blackface, les Noirs disent qu'ils ne veulent pas de blackface, donc on ne fait pas de blackface. Et le président du club de basket a dit que c'était super marrant, mais c'était un hommage au carnaval, etc. Ouais. C'était super rigolo. C'est pour ça que c'est important de rappeler... C'est raciste, point. Voilà, c'est raciste. Fin du débat. Voilà, mais moi, je pense qu'il y a d'autres problèmes que soulève la représentation dans les sphères de pouvoir. On va en reparler dans quelques instants, justement, de la réforme des instances. Avant cela, on va parler de l'autorisation ou non de pouvoir s'exprimer pour les sportifs. Donc, on voit bien que certains supporters mériteraient d'être un petit peu plus cadrés. Les sportifs, eux, aimeraient qu'on cadre un tout petit peu moins leurs paroles. Parle de sport ou tais-toi, c'est le hors-piste de Sport, etc. Alors, en ce début de saison de Formule 1, la FIA, Fédération internationale de l'automobile, a décidé d'interdire aux pilotes tout commentaire politique, religieux ou personnel sans accord préalable. Alors, évidemment, c'était sans compter sur la personnalité de Lewis Hamilton, qui est sans doute l'un des sportifs les plus engagés de sa génération, notamment pour la défense des droits LGBT. Il a immédiatement déclaré que personne ne l'empêcherait de parler. On le connaît suffisamment pour savoir que c'est vrai, et il explique pourquoi. Je ne suis pas simplement un pilote de Formule 1 qui peut profiter de son succès et continuer de vivre sa vie l'air de rien. Twitter est une plateforme qui peut vraiment déclencher des changements, susciter des conversations. Et c'est un début. Il faut provoquer ces discussions gênantes et tenir pour responsables ceux qui ont jusqu'alors été à l'aise avec le statu quo, en maintenant l'oppression de certaines personnes et en ne les incluant pas. Ça me frustre. On peut provoquer du changement. Et je veux faire partie de ceux qui aident ce changement et faire en sorte que les gens se sentent inclus. Guy Drue, pendant les Jeux, les sportifs ont le droit de dire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, où ils veulent? En dehors du stade ou de la piscine. Je voudrais simplement revenir sur la question du racisme. Je ne suis pas intervenu parce que les propos du sénateur Lafont sont pleins de bon sens et ça vient d'un ancien parlementaire, donc crédible. Hein. Et aussi de Vitage, c'est inacceptable. C'est inacceptable et il faut prendre toutes les mesures pour lutter contre ça. Et ça n'existe pas d'hier. Ça fait un moment que ça dure. Bon, ça c'est la première chose. Pour ce qui est de l'expression des athlètes, c'est leur liberté. Au jeu, on n'a pas le droit de le faire sur le podium, par exemple. Souvenez-vous des... oui, alors on n'a pas le droit de le faire, mais il y a quand même 2 ou 3 épisodes dans l'histoire des Jeux où c'était plutôt... Là, ils sont sanctionnés. C'était plutôt une bonne idée, quand même, parfois. Non, oui, mais en dehors, il faut garder un petit peu le côté un peu sacré du podium et du stade olympique et de l'enceinte olympique ou de l'enceinte sportive. Mais on peut le faire à l'extérieur. Il y a suffisamment de moments. Il y a, oui, mais il n'y a pas une plus belle exposition qu'un podium olympique. Ah bah non. Moi, je suis pas d'accord. Ça sert pas à ça. C'est pour faire autre chose. Les Jeux olympiques, ça sert justement à aller dans le sens que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire le rapprochement des peuples, le fait que vous avez des gens, des jeunes, des moins jeunes, de toute catégorie, de toute origine, de toute sensibilité, de toutes les couleurs, qui sont heureux de se retrouver ensemble. Et c'est ça. Et Jean-Claude Killy disait, on dit toujours que le village, le monde est un village.
Et le village olympique, lui, c'est le monde. Et pendant 15 jours, vous avez 10 ou 12 000 personnes qui sont contents d'être ensemble et qui se comprennent. Pourtant, ils ne parlent pas toujours la même langue, mais là, ce n'est pas l'espéranto, c'est l'olympio. Et ils se comprennent. Et ben, c'est pour ça qu'il faut lutter. C'est pour ça que la magie des Jeux, c'est ça aussi. Je pense que Lewis Hamilton serait presque d'accord avec vous, sauf sur la possibilité de s'exprimer. Lui, il s'exprime quand il est sur le podium. Et vous vous rendez compte, moi, si on me demande de ne plus m'exprimer... Mais d'ailleurs, on a demandé à un homme de plus s'exprimer. En tout cas, la BBC a suspendu Gary Lineker. Gary Lineker, c'est une grande gloire du football anglais. C'est aussi le présentateur de la plus vieille émission de football au Royaume-Uni, Match of the Day. Il s'est ému sur Twitter de la politique migratoire du gouvernement britannique. Résultat, il a été suspendu. Ça a fait un tollé extraordinaire en Angleterre et... Ce week-end-là, il n'y avait personne à la présentation de Match of the Day puisque personne n'a accepté de le remplacer et surtout aucun joueur n'a accepté de s'exprimer au micro de la BBC. Vikash, est-ce qu'une solidarité comme ça existerait en France? Oui, je suis persuadé que les footballeurs sont très solidaires les uns des autres et ils auraient pu faire la même chose. C'est beaucoup de footballeurs qui ont soutenu Gary Lineker. Oui. Je trouve ça formidable. Moi, je suis pour qu'on désobéisse. Moi, le monde change. Les jeunes générations arrivent, elles sont plus d'accord, elles acceptent plus. Hamilton, c'est incroyable ce qu'il fait. Il est avec Mercedes, ce qu'ils font pour l'inclusion, pour lutter contre les discriminations. C'est formidable. Il faut qu'ils continuent parce qu'en fait, il faut qu'aussi, alors le CIO, mais les fédérations changent elles aussi dans l'organisation, dans la gouvernance, dans la représentation, et qu'elles voient aussi qu'il se passe des choses un peu partout, et qu'il faut entendre tous ces jeunes qui veulent du changement. Voilà, et Hamilton, il veut du changement. Marcus Rashford, les joueurs anglais ont posé un genou à terre pour Black Lives Matter. C'était interdit au début, et après la Ligue a accepté. Il y a des choses qui changent. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et donc, évidemment, le soutien à Gary Lineker est formidable, mais lui, il est formidable aussi. Oui, parce qu'il a critiqué la politique migratoire du gouvernement britannique. Il accueille lui-même des réfugiés chez lui. Mais ce qui est intéressant, c'était de voir l'unité du monde du foot et du monde du sport. Tout à fait. Même en France, on a vu, bien au-delà des spécialistes de foot et des joueurs, une solidarité pour dire il peut dire ce qu'il veut. Et voilà, et il a une liberté de parole qui doit être respectée. Oui, oui, mais non. Tout le monde a raison. Non, tout le monde a raison. Cela dit, le meilleur cas que je puisse prendre, c'est mon cas personnel. Régulièrement, je peux entendre ou lire que je suis aigri. Je ne suis pas aigri. Je ne suis pas aigri du tout, au contraire. Je ne suis pas euphorique, mais je suis enthousiaste pour les Jeux Olympiques parce que je sais que ça va bien se passer. Et je crois qu'il faut faire la différence, poser des questions entre les voix discordantes et les voix différentes. Je peux avoir, de temps en temps, exprimé des souhaits ou poser des questions sur une voix différente que la voix officielle. C'est ce qu'a dit Vitache, c'est ce qu'a dit Monsieur le Sénateur, c'est ce qu'a dit Rachel. Bon, c'est le dialogue, ça, et ça fait progresser le monde. Et je crois qu'il faut l'accepter. Et sinon, il n'y a que les dictateurs qui pourront avoir raison. Laurent Lafont. Oui, bon, D'abord, moi, je ne connais pas, dans une démocratie, une règle qui interdit à qui que ce soit, qu'on soit sportif, artiste, artisan, etc., journaliste, de s'exprimer. On est dans un monde de liberté, il faut bien sûr respecter cela. Après, la question se pose dans le cadre des événements sportifs, compte tenu de l'effet amplificateur qu'ont ces événements, et en particulier les Jeux Olympiques. On le voit bien avec la loi JO, où on est en train de... Oui, effectivement. Alors, pas pour les sportifs, mais pour des gens qui rentreraient dans le stade et qui, effectivement, utiliseraient l'événement sportif dans un acte plus militant et de perturber l'événement sportif. Ça ne concernerait pas, en l'occurrence, le dispositif, les sportifs eux-mêmes. Je pense qu'il y a un esprit de responsabilité qui doit se mettre en œuvre là-dessus. Interdire toute expression me paraît illusoire, mais fragiliser les événements en les utilisant de manière un peu systématique pour des revendications certes légitimes, mais qui détournent un peu l'événement. Oui, parce que c'est difficile, parce que si on laisse la parole complètement ouverte, alors tout le monde doit accepter le soutien, comme on l'a vu, d'une joueuse de tennis russe qui est arrivée sur le terrain avec un maillot du Spartak. On accepte sans commentaire Neymar qui soutient Bolsonaro, l'ancien président d'extrême droite du Brésil. Si on libère la parole, elle est libérée pour tous.
Enfin, Neymar, il l'a fait dans la sphère privée, hein, oui. pas dans la sphère publique. Mais quand la FIFA décide d'exclure la Russie des compétitions, elle fait de la politique, hein, bien sûr. Clairement. Donc après, elle interdit aux sportifs de façon individuelle. Alors évidemment, il y a des causes moi, quand Neymar soutient Bolsonaro, je suis pas content. J'ai pas envie de l'aimer alors que c'est un des meilleurs joueurs du monde. Donc vraiment, voilà, faut. Mais oui. Si on profite pas de ces grands moments, parce que évidemment pendant la compétition on est tous réunis, mais il y a plein de gens qui souffrent d'homophobie, de racisme, et c'est ces gens-là qui ont envie d'entendre Hamilton les soutenir. Ils ont besoin des grandes voix, et même aussi des gens qui font leur communal, par exemple. Ils ont besoin d'entendre tout ça. Donc c'est important. Et moi c'est important aussi que les joueurs de foot se fassent entendre, reprennent un peu de pouvoir, parce que quand Hamilton il se fait matraquer, maintenant qu'est-ce qu'il a comme choix? Est-ce qu'il peut être exclu? Est-ce qu'il peut continuer à prendre position ou pas? Un joueur de foot qui prend position, il peut être exclu, il peut prendre une amende, il peut être suspendu. Regardez l'exemple de Colin Kaepernick aux États-Unis, quand il a mis le genou à terre, il a été jusqu'à perdre son boulot. Hein. Oui, il a quasiment plus retravaillé depuis, il retravaille maintenant. On va enchaîner sur du football féminin. Justement, on va garder cette idée que les joueurs, les joueuses peuvent prendre la parole. On va parler football féminin et instance sportive, c'est la prolongation de Sport, etc. Noël Le Graët n'est plus le président de la Fédération française de football. Corinne Diacre n'est plus la sélectionneuse de l'équipe de France de football féminin. L'un a remis sa démission, l'autre a été remercié. C'est la mise en retrait des joueuses cadres de l'équipe de France, Wendy Renard, Marie-Antoinette Katoto, Kadidiatou Diani, qui sont à l'origine du licenciement de Corinne Diacre. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, Vikash ? Alors, il y a le Graët, déjà, c'est lui qui décide de beaucoup de choses. Qui cristallise. Ouais, alors, il y a un vrai problème de gouvernance, on l'a vu, hein, il décidait un peu seul, et puis après, ça a un peu dérapé. Il y a un vrai problème dans le système pyramidal. Voilà, donc moi, je pense qu'il faudrait changer tout ça pour que des nouvelles personnes puissent émerger, voilà, que tout le monde puisse voter, avoir sa voix, et qu'elle soit vraiment représentée, et qu'on change aussi le visage de la jeunesse, des sportifs, des joueurs de foot, par exemple, dans le football. Après, Corinne Diacre, moi, je suis embêté parce que des joueuses de foot, des femmes se rebellent, mais elles excluent donc de nouveau une femme. En plus, je ne sais pas trop pourquoi. C'est parce qu'elle fait pas les bons choix, parce qu'elle choisit des joueuses qui sont pas. J'ai pas vu de truc de harcèlement, par exemple. Donc je sais pas quoi penser de cette histoire. En tout cas, maintenant c'est étrange parce qu'elles ont viré leur entraîneuse, donc maintenant c'est une autre personne qui va arriver en sachant qu'elle peut maintenant se faire virer par les nouvelles. Enfin, c'est super étrange ce qui s'est passé. Est-ce que, Rachel Prétier, est-ce qu'on n'est pas arrivé à ce genre de situation? Parce que depuis 3 ans, les joueuses de l'équipe de France tiraient la sonnette d'alarme. Comme l'expliquait Vikash Dorasso, il n'y avait que Noël Le Graët qui décidait, et donc personne n'écoutait ces femmes-là. Oui, ça fait longtemps, je pense, qu'il y a un malaise dans l'équipe de France féminine. Et puis là, le fait que Wendy Renard, qui est quand même la joueuse cadre emblématique, ait dit « je me mets en retrait, quitte à louper la compétition de cet été », je pense que, voilà, suivi par les deux joueuses du PSG, ça a fait bouger un peu les lignes. Alors moi non plus... Quand on pense que Noël Le Graët parlait de crêpage de chignon. Oui. C'est vrai, merci de le rappeler. C'est, je pense, l'une des choses les pires qu'on peut. Oui, je pense que ça allait au-delà du crêpage de chignon, puisque je ne suis pas dans l'équipe foot, mais les filles parlaient de monarchie, du fait de ne pas pouvoir s'exprimer. Voilà, est-ce qu'il y avait des questions aussi un peu plus techniques sur des entraînements qui n'étaient pas les bons et les adaptés? Je ne sais pas vraiment, mais pour qu'elles tirent vraiment, comme vous dites, la sonnette d'alarme et disent on arrête, au point de se mettre en danger elles-mêmes sportivement, je pense que... Surtout qu'un groupe de travail a été mis en place en urgence par la Fédération française de football et a fait le constat d'une fracture très importante avec des joueuses cadres, ça on l'a vu, mais aussi un décalage avec les exigences du très haut niveau. Donc il y avait des problèmes d'entraînement, enfin il y avait plein de problèmes qui ont cristallisé cette colère. Mais Laurent Lafont, il a fallu un coup de force en fait des joueuses de l'équipe de France pour qu'il y ait du changement. Est-ce que c'est pas lié, comme le disait Vikash Dorasso, à un problème de gouvernance, d'organisation de la gouvernance dans la Fédération française de football? Ouais, moi, je ne me prononcerai pas sur l'histoire de l'équipe de France de football, parce que j'estime que ce n'est pas mon rôle, moi, d'élu, d'interférer sur une décision interne à la fédération. En revanche, il y a une réflexion plus globale.
Et la question de l'équipe de France de football est un des aspects des questions, mais vous avez raison, il y a la Fédération française de rugby, il y a la question Laporte, il y a eu la question Laporte, il y a eu la question Le Gret à la Fédération française de football. On voit bien qu'il y a les sports de glace aussi. Que les grandes fédérations, et notamment celles qui gèrent des gros budgets, qui sont sous des pressions importantes, il y a une question à la fois sur le statut associatif. Le statut associatif est-il toujours adapté compte tenu des enjeux financiers qui sont derrière, de ces fédérations, et une question de gouvernance, c'est-à-dire du fait que comme dans toute grande structure, il doit y avoir un pouvoir et un contre-pouvoir. Et le contre-pouvoir doit avoir des moyens de contrôle, de vérification, qu'il doit y avoir une transparence dans les décisions qui sont prises. Il y a certainement matière à réflexion et à décision concernant les grandes fédérations françaises de sport. Mais justement, la loi visant à démocratiser le sport en France, qui était portée par Roxana Maracineanu, l'ancienne ministre des Sports, et vous avez d'ailleurs beaucoup participé à la construction de cette loi. Elle a été votée il y a un peu plus d'1 an. Est-ce qu'elle était censée justement démocratiser le sport en France? Elle était censée travailler sur la façon dont sont gérées ou dirigées les fédérations sportives. Est-ce que en 1 an, on n'a pas eu le temps de tout mettre en place? Est-ce qu'il est un petit peu trop tôt pour juger? Est-ce qu'il y a des choses à changer déjà? En fait, il est un peu trop tôt pour juger la loi Maracineanu, mais on peut d'ores et déjà dire que la loi Maracineanu ne répondra pas à ces questions. C'était pas ça qui était visé, d'ailleurs. C'est peut-être le regret à avoir, c'est de se dire, on savait quand même qu'il y avait quelques questions qui se posaient dans les fédérations qu'on a citées, et la loi n'a pas répondu à ces questions-là. Mais ce qui était visé, c'était plus des sujets de société. Il y avait notamment la question de la parité dans les instances. Mais il y a le renouvellement des instances, où on limite le nombre de... 3 mandats. Oui, mais à 3 mandats, mais de toute façon, comme s'il était entamé, on avait droit à 4. Noël Le Gret, c'est 12 ans à la tête de la Fédération française de... Oui, mais vous voyez, il n'était pas aux 3 mandats, donc ça ne répond pas à la question. Je pense vraiment que c'est une question de représentation au sein de ces grandes fédérations, des oppositions, des différentes sensibilités, qui est un vrai contrôle qui soit fait en externe, ça c'est le rôle du ministère, mais aussi en interne, par un système démocratique. Et ça, il faut arriver à le mettre en place. C'est pas si simple que ça. Non, bien sûr. C'est pas si simple que ça. On n'est pas comme dans un système institutionnel à l'Assemblée nationale ou au Sénat. On est dans un système associatif avec des gens... Il y a des diversités de profils entre les grands responsables de fédérations. Ça serait quoi un contre-pouvoir? Vous parlez de contre-pouvoir alors, j'ai pas la réponse, très honnêtement, j'ai pas la réponse à ce jour. Si on regarde les 2 fédérations, rugby et foot, Parce qu'on parle parfois de comité d'éthique. Alors, il y a le rôle et l'autonomie des comités d'éthique. Les comités d'éthique sont des structures intéressantes, mais manifestement, elles n'ont pas assez d'autonomie par rapport aux directions des fédérations. Mais ce sont des rôles... c'est des structures intéressantes, il faut voir si on peut les renforcer. Après, il faut que dans les modes de scrutin, dans les différentes élections, on assure une représentation de l'ensemble des courants, et que les différentes parties prenantes aux élections aient accès aux instances dirigeantes. Certes, il faut qu'il y ait une majorité pour que les décisions se prennent, mais il faut aussi qu'il y ait une minorité qui puisse effectuer un rôle de contrôle. C'est le principe d'une démocratie, en fait. Le sénateur a tout à fait raison. Je crois qu'il faut arriver à c'est ce que souhaite justement, ce qu'a proposé Jean-François Villelotte, qui a été pendant 5 ans, qui est avocat, qui a été directeur de cabinet de Jean-François Lamour et le premier président de la commission de régulation des jeux en ligne, et qui fait des propositions que je prends pour ma part tout à fait saines. Et je crois que nous pouvons, par exemple, prendre l'initiative, le sénateur et moi, de souhaiter que la ministre réunisse quelques personnes totalement mais qui connaissent le sport, y compris surtout des fédérations. Et le comité national qu'a mis en place Amélie Oudéa-Castéra, c'est des gens qui connaissent le sport quand même. Quoi? J'ai pas compris. Ce sont des gens qui connaissent le sport quand même. Marie-Georges Buffet, qui est l'ancienne ministre des Sports, Stéphane Diagana, j'étais pas au courant de ça. Championne du monde 400 mètres. J'étais pas au courant. J'étais pas au courant. Comme quoi, mais comme quoi, vos vœux sont exaucés. Oui, sauf que j'y suis pas. Mais ça, c'est autre chose. Oui, ça c'est un autre problème. Il est trop tard. Oui, on verra bien. De toute façon, ça c'est. Vous savez, moi, je suis là depuis longtemps, et donc j'ai l'intention d'y rester encore un moment. Parce que ça, c'est quand même quelque chose de très important, cette nouvelle gouvernance, parce que les problèmes se posent dans les fédérations. Se sont posés au football,
au rugby. Dans les sports de glace. Un peu au handball pour des raisons différentes, mais dans les sports de glace. Moi, quand j'étais ministre, il a fallu que je règle des problèmes aussi à la Fédération française d'équitation. Et j'ai mis Nelson Payou comme un petit peu, pas comme curateur, mais comme arbitre général. Et les problèmes se posent également au Comité olympique français. Oui, bien sûr. Donc, ce qu'on demande, ce qu'on souhaite, c'est que pouvoir avoir référence à une autorité indépendante. Pour le Comité olympique, ça peut être le CIO, bien sûr, ça peut être l'inspection générale, ça peut être la Cour des comptes. Il ne faut pas aller jusqu'à la justice, mais pourquoi pas? Simplement parce qu'on a besoin d'un peu de transparence. Et ça, je crois que c'est le souhait de beaucoup. Vikash, on avait besoin de transparence dans la Fédération française de foot. Oui, mais moi, quand je vois le Graët qui a été sorti difficilement... Standing ovation, quand il est parti. À aucun moment il s'est excusé. Je suis désolé pour ce qu'il s'est... Il aurait pu quand même partir en étant désolé. Non, il est parti en disant j'ai rien fait. Et il a été replacé à la FIFA pour un poste qui est super. Il prend 250 000 il a été confirmé dans ce poste-là à la FIFA. Donc c'est génial en fait. Les mecs, on les déplace, on le met ailleurs. Et puis le comité d'éthique, là, moi quand je vois les personnes... En même temps, à la FIFA, Gianni Infantino vient d'être... lui, il est tout seul candidat. Il vient d'être réélu. Il a été réélu jeudi dernier. Mais il est tout seul, lui. Donc il vient aux acclamations. C'est super démocratique. Et quand je vois le comité d'éthique qui a été choisi, ce sont des personnes qui sont déjà dans les instances depuis très longtemps. Il ne va rien se passer. Hein. Moi, je sens qu'il ne va pas y avoir de changement. Comme d'habitude. Oui, mais il y a ce comité national mis en place par Amélie Oudéa-Castéra, Rachel Préti. On peut en attendre quoi? Marie-Georges Buffet, quand elle a quelque chose à dire, elle le dit. Hein. C'est vrai. On est vraiment pas Eh bien, on lui fait confiance pour le dire. Elle est coprésidente avec Stéphane Diagana. Alors, on en attend peut-être beaucoup pour l'instant, puisqu'on a vu, comme vous le disiez, dans les fédérations, en fait, il y a des comités d'éthique, mais ils ne sont pas saisis. Il y a plusieurs présidents, quand ils sont venus débattre chez nous, qui nous ont dit, mais nous, on a un comité d'éthique, on ne le saisit pas forcément. On saisit encore moins celui du CNOSF, puisque certains ne savaient même pas qu'il existait. Donc là, le fait d'avoir des personnalités un peu en dehors pourra peut-être faire faciliter le fait de tirer la sonnette et de dire bah là ça va pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Après, reste à savoir quels seront vraiment les pouvoirs de ce comité. On attend des propositions pour l'automne. Oui. Et la ministre des Sports a annoncé que de toute façon aucune décision ne serait prise avant les Jeux. Donc si... il faut le temps que ça mûrisse quand même. Oui, absolument. Et si je peux me permettre, il faut savoir aussi que parmi les dirigeants, et ce n'est pas Vitache qui va me dire le contraire parce qu'il en a connu comme moi, il y en a certains, c'est vrai, qui s'accrochent comme des berniques. Peut-être. Eh bien, il faudrait... À un moment, ça va bien. Peut-être qu'on devrait encourager la mixité. Ça a été d'ailleurs une des questions très difficiles de la loi Maracineanu. Oui, parce que personne n'est contre la parité, évidemment, et la mixité. La difficulté, c'est d'arriver à faire fonctionner des associations, des fédérations et donc des associations dans lesquelles parfois on ne se bouscule pas pour prendre des responsabilités. On a tous à l'esprit foot, rugby, etc. Même au niveau des élus. Même au niveau des élus maires et au niveau des départements, au niveau des régions. Donc on avait aussi le souci de dire, bien sûr, il faut montrer la direction, et la direction, c'est celle de la parité, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais est-ce que l'ensemble des fédérations sportives sont prêtes à y aller, non pas par volonté, mais faute de combattants, j'allais dire. Hein. Et j'ai une dernière question. Est-ce que les télévisions françaises sont prêtes à se lancer dans la Coupe du Monde féminine? Très sincèrement, nous sommes à 4 mois du début de la Coupe du Monde féminine. Ce n'est pas une compétition en bas de mon immeuble, c'est la Coupe du Monde féminine et il n'y a toujours pas de diffuseur. Rachel Préti, vous avez des informations? Elle va être diffusée quelque part, cette Coupe du Monde? J'aimerais bien sur Public Sénat, non? Alors, je ne sais pas vraiment s'il y a la place et si nous avons vocation à faire cela, mais c'est quand même un vrai souci. Oui. Vikash, il y a... Oui, parce que moi, j'aime bien, moi. Non, mais... Canal+ diffuse pas mal la Ligue 1. La D1 Arcana, qui est la... mais la première chose à faire, moi, je pense, c'est de mettre l'égalité salariale au niveau de la fédération, au niveau des équipes nationales. Je veux dire, là, c'est pas... Mais avant l'égalité, il faudrait que ce soit diffusé. C'est la première chose à faire. En fait, c'est le premier truc. Les Américaines ont porté plainte contre leur fédération, elles ont gagné. On va être le dernier pays à mettre l'égalité. Encore les derniers à ce niveau-là, c'est un truc fondamental. Les joueurs de foot et les joueuses de foot doivent avoir le même salaire quand elles représentent l'équipe nationale. Merci beaucoup. Merci à tous les 4. Merci à vous de nous avoir suivis. Un grand merci à toutes les équipes techniques et éditoriales qui m'aident à préparer cette émission. Et nous retrouvons le mois prochain pour un nouveau numéro de Sport, etc. sur Public Sénat. À bientôt.
Public Sénat, en partenariat avec l'équipe, vous a présenté Sport, etc.